Bonjour à tous, merci d'être là nombreux pour ce webinaire de la SFEN sur le séisme du Teil. Donc séisme qui a eu lieu il y a 1 an et qui a suscité un intérêt légitime. Nous l'avons regardé au sein de la ST4, la section sûreté de la SFEN, par le biais d'un séminaire d'experts avec une vingtaine d'experts au mois de mars dernier, juste avant le premier confinement, où nous avons écouté des présentations. Il y a eu un échange extrêmement riche et de grande qualité entre les spécialistes. Et donc, la SFEN a produit, à partir de ce séminaire-là, un papier sur le séisme du Teil qui a été publié cet été, en début d'été. Et il nous a paru utile de répondre à l'intérêt sur ce sujet par ce webinaire-là. Nous le faisons dans l'esprit d'une société savante, qui est de diffuser l'information, de communiquer sur les faits et de permettre les échanges libres. Nous ne sommes pas partie prenante dans les débats d'experts, dans les dialogues techniques, bien sûr. Nous sommes là pour échanger l'état du savoir et des questions sur les choses, et donc sur ce séminaire-là. Alors, pour le faire, nous avons en ligne Damien Grenier du CEA, qui dirige le pôle de compétences en aléas sismiques, et que je remercie d'être là. Puis, bonjour Damien. Et puis Emmanuel Vialet, qui est chez EDF, expert fellow. Expert fellow, c'est le top, en risque sismique. Et bonjour. Bonjour Emmanuel. Merci d'être là. Et donc, nous allons avoir 2 présentations et puis ensuite un temps d'échange. Alors, pour les questions-réponses, vous pouvez poser des questions, et c'est le seul moyen d'ailleurs, par le chat, et on peut apporter son suffrage à des questions déjà posées. Et en fait, dans les questions-réponses, on traitera les questions suivant l'ordre du nombre de suffrages qu'elles ont ralliés. Voilà, donc n'hésitez pas à les poser, et on aura un temps d'échange après les présentations, d'une vingtaine de minutes chacune. Et donc, première présentation de Damien Grenier, elle sera sur l'événement sismique, ce que l'on en sait aujourd'hui, et comment il a été caractérisé. Et ensuite, Emmanuel nous dira sur les centrales d'EDF, en particulier Cruas, qui était la plus proche, comment se sont passées les choses, quelles procédures on a appliquées, ce que l'on a vu, ce que l'on a ressenti, ce qui a été vu sur le matériel, et puis il nous dira comment est-ce que on travaille à utiliser les enseignements du séisme du Teil pour éventuellement faire évoluer le référentiel des centrales de la région. Voilà, donc je vais passer la parole à Damien. Peut-être un mot, le séisme du Teil, bien sûr, a été, comme tout séisme, a été un petit peu un choc, parce que les images sont impressionnantes, les témoignages sont assez impressionnants. Ce n'est pas un type de séisme qui est inconnu dans la région. C'est une région à sismicité modérée, où se produisent assez régulièrement dans l'histoire des séismes, et donc ceux qui servaient de base au SMS, au référentiel des centrales, c'est un séisme de 1873, donc pas si loin à mémoire d'homme, donc on est surpris d'en voir un autre, mais pour les géologues et pour ceux qui traitent du risque sismique, il n'est pas si loin, et d'ailleurs il y en avait eu 2 à peu près de même importance et très proche de celui-là dans l'été 1873. Voilà, donc celui-là, bien sûr, a quelques caractéristiques un petit peu différentes, elles seront traitées. Mais je ne déflore pas plus le sujet, je passe la parole à Damien, qui va nous parler de ce séisme et de la façon dont on la caractérise. Oui. Alors, vous m'entendez comme il faut? Oui. Moi, maintenant. Bon, parfait. Alors, on va faire une manip technique délicate là. Je vais couper ma vidéo et je vais passer sur un partage d'écran. Donc, ok. Éteindre la caméra. Vous m'entendez toujours? Alors, on t'entend toujours. On ne te voit plus. Voilà. Ce qui est peut-être normal. On va bientôt voir les slides. Voilà. Partagez. Beaucoup de bonnes fées se sont penchées sur le système pour que la connexion puisse se faire là, donc j'en profite pour les remercier.
D'accord. Et moi, j'en profite aussi pour parler d'un aspect un peu technique et pratique aussi. Voilà. Théoriquement, vous voyez les slides là, la slide? Enfin, moi. Pardon? Le son est très mauvais. Vous m'entendez? Allô? Oui, vas-y Damien, tu peux y aller, on t'entend et on voit tes slides. D'accord. Donc, bon, ben c'est parti. On est parti pour une petite vingtaine de minutes de présentation. Le sujet, effectivement, comme l'a dit Bertrand, ben il est illustré par cette petite vignette en haut à droite. Hein. C'est le sujet principal de la présentation. Donc, c'est une vision artistique, mais c'est quand même des données scientifiques derrière. Donc, l'objet de ces 15 planches qui arrivent est de vous montrer comment on en est arrivé à caractériser ce séisme et le travail encore à faire là-dessus. Donc ça, c'est le personnage principal de la présentation. Alors, il y a un personnage très secondaire, c'est moi. Je m'appelle Damien Grenier, je suis responsable du pôle de compétences en aléas sismiques. Et donc, je vais commencer juste une toute petite introduction pour dire un peu de quoi il s'agit dans ces pôles de compétences. Et ensuite, on en arrivera au réel personnage, qui est le séisme du Teil. Donc, voilà, alors, le pôle de compétences en aléas sismiques au CEA, c'est une structure qui a été mise en place il y a longtemps. Vous m'entendez comme il faut? Moi, oui. Alors, la liaison est plus ou moins bonne suivant les moments, mais globalement, oui. Très bien. Alors, donc, juste une planche sur le pôle de compétences. Voilà, au CEA, on a plusieurs sites, évidemment, en France métropolitaine et ailleurs. On n'a pas les moyens de mettre un sismologue dans chaque site. Donc, on a mis en place un système de pôle de compétences qui rassemble l'ensemble des experts et qui permet de travailler sur les différents sites, et ce, dans différents domaines, en particulier l'aléa sismique. Le pôle aléa sismique, il a une vingtaine d'années d'existence, et sa mission, c'est donc de travailler sur tous ces aspects-là. En 2019, on avait une petite quinzaine d'instruments réglementaires, et on participe aussi à des réseaux académiques. Donc, notre responsabilité, c'est de les maintenir et de les faire fonctionner. Et puis, en 2019, on a eu aussi 3 forts séismes, dont évidemment le Teil, mais il y a aussi Jonzac et puis Saumur qui a eu lieu. Mais le plus fort, c'est le Teil, et le Teil, c'est le sujet d'aujourd'hui. Voilà. Donc, on va maintenant rentrer sur le Teil. Très bien, donc il a eu lieu le 11 novembre, il y a tout juste un an. Et des dégâts particulièrement importants ont été observés localement. Donc ça, c'est une photo qui l'atteste, qui est pas de moi. Ensuite, évidemment, de manière un peu égoïste quand même au CEA, la première question qui s'est posée, ça a été évidemment de mesurer les dégâts sur les sites CEA. Donc c'est pour ça que je commence par ça, mais ensuite vous verrez qu'on parle beaucoup plus du séisme lui-même. Mais juste pour écarter la question, donc les 2 sites CEA les plus proches sont Marcoule à 45 km et Cadarache à 120 km. Et donc, ces instruments réglementaires dont je parlais nous ont permis d'enregistrer le signal immédiatement au moment du séisme. Et on observait à Cadarache comme à Marcoule des seuils bien inférieurs aux seuils d'alerte qui ont été mis en place. Donc, effectivement, tout ça a montré qu'on n'avait pas de dépassement de seuil, et évidemment pas de dégâts sur ces sites qui sont quand même assez distants. Donc, il y a eu des dégâts très localement à l'endroit du Teil, et c'est essentiellement relié aussi au fait que c'est un séisme très peu profond, hein, moins de 1 km, ou de l'ordre de 1 km la profondeur du séisme. Donc ça, c'était pour la question des dégâts sur le site CEA, aucun. Ensuite, la deuxième question encore au CEA qui se pose, évidemment, c'était l'impact sur le calcul d'aléa pour le site CEA. Alors, c'est là que ça devient plus intéressant pour tout le monde, parce que pour calculer l'aléa, il faut répondre à un bon nombre de questions intéressantes d'un point de vue sismologique aussi. C'est caractériser finement le séisme. Donc, il y a de grosses actions qui ont été lancées pour essayer d'avancer sur la caractérisation du séisme et pour permettre de conclure sur le calcul d'aléa. Donc là, on va commencer par toutes les étapes qu'on a faites pour caractériser ce séisme.
Les étapes, elles ont commencé dès la minute du séisme. Ici, vous voyez une carte éditée par le LDG, donc le CEA, à la fin 2019, qui montre l'ensemble de la sismicité enregistrée pendant toute l'année. En fait, ça fait partie des missions du CEA que d'alerter les bureaux du Premier ministre en cas de séisme ou d'événements majeurs de ce type. Et donc, dans le cadre de cette mission, évidemment, on a accès aux enregistrements en temps réel. Et là, donc le séisme du Tel, qui se trouve en bas à droite, a été enregistré dans les minutes qui suivaient le séisme par un nombre conséquent de stations. Et ça nous a permis de déterminer assez rapidement une position qui a un petit peu évolué dans les jours après, parce que là, c'était une localisation automatique. Et ensuite, qui a permis aussi de caractériser déjà ce séisme en disant qu'il était très peu profond et que sa magnitude locale était de l'ordre de 5,4, ce qui en faisait le séisme le plus fort de 2019 en France métropolitaine, et également le séisme, le dernier séisme de cette ampleur avait lieu 16 ans plus tôt, a eu lieu 16 ans plus tôt dans les Vosges. Il n'y avait pas eu autant de dégâts que celui-là. Donc celui-là, c'est vraiment une anomalie, plutôt une actualité importante pour le CEA. Donc ça, c'était la vue quelques minutes après le séisme. Ensuite, il y a, donc ça, c'est une photo qui est pas du CEA, hein, c'est Pierre Arroucault d'EDF qui l'a prise et qui a bien voulu nous la partager. Des gens qui se sont déplacés sur place pour faire des mesures et des observations, et ça a confirmé la surprise, hein. On a des déplacements en surface très importants pour cette magnitude. D'habitude, on n'a pas des déplacements si forts en surface. Ce qui a fait la différence ici, c'est encore une fois la profondeur du séisme très superficielle. Ensuite, dans les heures ou les jours qui viennent, des analyses un peu plus approfondies des signaux nous ont permis de déterminer un mécanisme au foyer, de déterminer également une meilleure connaissance de la profondeur du séisme, entre 0,5 et 1,5 km, et puis des magnitudes de moment, et caractériser un peu plus le type de décrochement qui avait eu lieu avec un azimut et un pendage, et un type de mouvement inverse. Quelques jours plus tard, ensuite, le temps de collecter les données du monde entier, des analyses plus approfondies ont été faites pour estimer des magnitudes de surface, hein. Ce sont ces magnitudes, c'est un indicateur important pour l'aléa, pour le calcul d'aléa. Donc de ces analyses, on a déduit les magnitudes MS entre 3,9 et 4,5. Et aussi dans les jours qui suivaient, alors ça s'est étalé un peu plus dans le temps, mais dans les jours qui suivaient, vous avez probablement vu ce genre d'images, là, des images satellitaires. On a pu profiter de la logistique du CEA et des satellites publics pour estimer les mouvements mesurés en surface. Donc c'est des images assez spectaculaires par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Encore une fois, c'est relié au fait que le séisme était superficiel, et donc il y a eu une rupture en surface très importante. Et donc, à partir de ces images qui ont été réalisées dans les jours ou semaines qui suivaient, il y a eu des analyses plus approfondies qui ont permis de quantifier véritablement, vu de l'espace, ce séisme, avec ici cette vue artistique que je représentais au début. Attendez, hop, ah oui, je vois pas l'ensemble, mais sur la carte, il manque une partie, mais sur la carte, on avait une vue des déplacements horizontaux, et sur le plan de faille, on a une vue des déplacements le long de la faille, grâce à ces mesures prises de l'espace et un traitement très avancé qui a été fait pour en déduire ces décalages le long de la faille. Bon. Encore quelques semaines plus tard, on a un observatoire, l'Observatoire des Hauts-de-Provence, qui se trouve à une centaine de kilomètres, qui enregistre les infrasons. Donc, c'est le bruit qui s'est propagé dans l'atmosphère. Et avec ce type d'instrument, donc on se trouve à 100 km du séisme. Cet instrument est en fait constitué de plusieurs sous-instruments, distants tous de 1 km. Et à chaque sous-instrument, on a plusieurs capteurs. Et ces systèmes ont permis d'estimer le bruit à 5 km de l'événement, et permis d'avoir une idée
de l'accélération ressentie à 5 km de l'événement. On n'avait pas de capteur à cet endroit-là sismique, donc cette mesure a permis de compléter nos modèles d'atténuation. Donc là, c'est un peu petit, peut-être vous ne voyez pas, mais c'est des modèles qui permettent de prédire quel sera le mouvement à une certaine distance d'un événement en fonction de sa magnitude. Et donc les points bleus, noirs et verts, je crois, représentent en fait des capteurs sismiques partout. Et puis il y a un point qui est entouré ici avec une barre d'erreur, c'est justement la donnée qui vient de ces mesures infrasons. Et on voit que l'ensemble de ces mesures est situé en dessous des lois d'atténuation qu'on utilise dans la région et qui confirme un peu le caractère conservatif des lois d'atténuation qu'on utilise pour nos calculs d'aléas. Voilà, donc grâce à l'ensemble de ces mesures, on en déduit des choses encourageantes. Ensuite, il y a de la géologie. Alors, il a fallu un petit peu plus de temps pour retourner dans les archives, dans les documents, et pour expliquer le phénomène observé. Donc, on a une vue en carte en haut et puis une vue en section en bas. Donc, cet événement a été analysé comme un événement qui a joué en faille inverse sur une faille qui avait déjà joué à l'Oligocène en ouverture. Donc, à l'Oligocène, c'était l'ouverture et il a rejoué en convergence en novembre. Donc, ces analyses ont permis de rattacher ce séisme à une faille, la faille de la Rouvière, qui fait elle-même partie du réseau de failles des Cévennes, qu'il a joué en faille inverse et extension durant l'Oligocène et compression en novembre 2019. Bien, alors, le point de départ, c'était, quand j'ai démarré, j'ai dit, le deuxième sujet pour nous, c'est est-ce qu'il faut revoir le calcul d'aléa pour le site CEA? Donc, avec l'ensemble de ces études qui ont été faites et qu'on continue de faire, on était en mesure de travailler sur ces aspects-là. Les infos particulièrement importantes pour le calcul d'aléa au sens de la RFS 2001-01 sont surlignées ici en rouge et on peut les appliquer sur notre cas. Donc, ce que dit cette règle, c'est que le séisme, dès lors qu'il est rattaché à une faille ou à ce réseau de failles des Cévennes, il peut se déplacer le long de cette faille à l'avenir, ou il peut se réaliser à l'avenir le long de cette faille. Et donc, il faut imaginer la solution la plus pénalisante pour chacun des sites en considérant ce déplacement possible. Donc, pour le site de Marcoule, on sera au minimum à 35 km, et pour le site de Cadarache, on serait au minimum à 120 km. Et à partir de là, en utilisant les lois d'atténuation qu'on a validées juste avant, les modèles d'atténuation, on peut vérifier quel serait l'impact du séisme à Marcoule s'il était dans cette position la plus pénalisante par rapport à ce qui a été utilisé pour dimensionner le site de Cadarache ici. On voit que quoi qu'il arrive, ce séisme en se déplaçant sera très très largement en dessous des seuils déjà pris en compte pour Cadarache et pour Marcoule. Donc la conclusion, c'est pas d'impact non plus sur l'aléa, sur le calcul de l'aléa au sens de la RFS 2001-01 pour les sites CEA. Alors, quelques mots de conclusion, puis ensuite j'ouvrirai, si on a encore quelques minutes. Voilà, le travail de presque un an a consisté à travailler, à résoudre l'ensemble de ces sujets, c'est-à-dire caractériser l'événement par des mesures multitechnologies. Il y a un article en cours de soumission à GJI. Ensuite, l'autre conclusion, c'est qu'il s'agisse des dégâts ou du calcul d'aléas, pour le moment, on n'a pas d'impact sur les sites CEA. Et le travail en cours, alors je vais dire juste quelques mots. J'ai deux planches, une concernant les tranchées. Aller faire des tranchées, c'est pour mieux caractériser les mouvements le long de la faille de la Rouvière. Et effectivement, donc ça commence par, on commence par trouver des sites, ensuite amener des tracteurs, ensuite faire des tranchées, mettre des paléosismologues dedans qui vont y travailler beaucoup, et puis faire des analyses sur ces tranchées. Et là, typiquement, tout à fait à droite, vous voyez le plan de faille de la Rouvière qui a joué à l'Oligocène et qui a rejoué
sur le séisme du 11 novembre. Donc, c'est des études longues, en cours. Il n'y a pas encore de consensus sur les conclusions. Les datations sont encore en cours. Et le CEA participe, en fait, mais le CEA n'est pas loin de là l'unique participant. Peut-être EDF pourra en parler après, mais il y a toute une communauté d'académiques, d'industriels qui suivent ça et qui y travaillent actuellement. Ensuite, et c'est la dernière planche, je voudrais signaler que même si pour nous cet événement n'est pas forcément risqué vis-à-vis de nos sites, c'est un excellent benchmark pour nous pour éprouver nos méthodes. Et on est en cours d'utilisation de cet événement et des enregistrements pour tester l'ensemble de nos techniques de simulation. Et vous voyez ici, alors très rapidement, l'événement ici est représenté par une carte. Le tail est situé ici. On retrouve la faille ici avec les mouvements le long de la faille. Et ici, c'est un modèle qu'on utilise pour le moment, qui est le modèle standard qu'on utilise en routine pour les localisations au LDG. Donc, on a utilisé ce modèle et ces enregistrements et nos algorithmes de simulation et nos supercalculateurs pour commencer à travailler sur le contrôle des résultats de nos simulations avec les données réelles. Donc, c'était un travail en cours et le tail va être un excellent moyen de travailler là-dessus avec nos partenaires, qu'il s'agisse de Centrale Supélec ou des différents consortiums avec lesquels on travaille. Je crois que je suis dans les temps à peu près. Est-ce que vous êtes toujours là? Merci beaucoup, Damien. C'est passionnant et ce que je trouve assez extraordinaire finalement, c'est ce que tu nous as fait voir de l'arsenal des méthodes sismiques, des technologies pour étudier les séismes, notamment l'interférométrie radar. Alors tu l'as dit, c'est parce que le séisme n'était pas profond, mais ouais, pouvoir voir le mouvement de terrain à 2 cm ou 3 cm près grâce à l'interférométrie radar et en déduire les choses sur notamment la faille, c'est absolument extraordinaire, et aussi les méthodes d'inversion du signal qui permettent de déterminer les meilleures solutions quant à la profondeur, la longueur de rupture de la faille et le décrochement et le pendage de la faille. Il y a derrière tout ça des technologies assez bluffantes quand même. Une question peut-être qui apparaît dans la liste et qui concerne directement cet exposé-là, c'est la carrière. Quel est le rôle de la carrière là-dedans? Bon, nous, on n'en est pas là. On n'en est pas là. C'est un sujet qu'on n'a pas abordé. Évidemment, on a vu qu'il y a un débat scientifique sur ce sujet-là. Nous, on n'a pas travaillé encore sur la question du déclenchement de l'événement. On en est plutôt à la question de la caractérisation de l'événement. Mais c'est un sujet qui est très débattu. Moi, je ne peux pas trop commenter ça encore. D'accord. Parce que pour tout le monde, en fait, il y a une carrière à proximité de la faille. En fait, elle est au-dessus, mais si on regarde en profondeur là où est le séisme, ça correspond à l'intersection avec la carrière, enfin, ou pas loin. Et donc, il y a des débats, des questions pour savoir quel a pu être le rôle de cette carrière dans cet événement sismique, notamment dans son déclenchement. Dis-moi si je me trompe, je comprends que on ne pense pas que la carrière puisse être à l'origine des forces qui provoquent le séisme. Les niveaux, les ordres de grandeur ne sont pas là, et ce sont les forces sismotectoniques qui, s'accumulant sur la faille, font l'énergie du séisme à la fin. En revanche, la question se pose davantage de savoir si la carrière a influé sur le moment du déclenchement, sur le déclenchement et peut-être l'événement lui-même, la surface qui a été mise en jeu. Est-ce que je résume bien? Est-ce que je me trompe? Bon, à mon avis, EDF aussi peut s'exprimer là-dessus. Oui, Emmanuel aussi, ça fera la transition. Moi. Mais bon, c'est en cours de discussion, je le sais, et nous, on n'a pas trop pris encore parti dans ces questions cruciales. Je ne peux pas en dire plus. D'accord. Effectivement, il y a de la sismologie, bien sûr, et puis un risque de déclenchement possible aussi, mais c'est
encore un débat. Est-ce qu'Emmanuel a un élément de réponse en 2 secondes où en est le débat? Non, mais je pense que tu as bien résumé la situation. Les contraintes sismiques sont d'origine tectonique, c'est-à-dire que l'énergie libérée est d'origine tectonique. Maintenant, est-ce que la carrière a contribué? Je pense que ça, c'est un débat passionnant. On veut dire ça pointe sur les questions de sismologie, on va dire, d'origine anthropique. Et là, aujourd'hui, on n'est pas en mesure d'aller plus dans le détail. Donc, c'est des débats qui, d'ailleurs, moi, j'en parle pas dans ma présentation, mais un dernier point, c'est qu'il y a aussi des projets ANR qui vont démarrer là qui vont être proposés, et donc ça pourrait être aussi un des sujets traités par les projets ANR. Et ce sont des questions qui se posent en matière pétrolière aussi, l'influence du fracking, c'est-à-dire de l'injection d'eau éventuellement sur les failles pour déclencher des séismes sur les zones où se sont accumulées les contraintes. Oui. Donc sujet intéressant pour la science. Je te redonne tout de suite la parole, Emmanuel, pour nous expliquer ce qui s'est passé à Cruas. Très bien, merci Bertrand. Merci Bertrand. Et puis je vais essayer de respecter le timing, voire d'accélérer un peu pour être sûr qu'on aura un débat suffisant, enfin une durée de débat suffisant. Donc tu m'as déjà présenté, donc allons tout de suite au plan de la présentation. Donc je donnerai quelques rappels vis-à-vis de la centrale de Cruas, qui est quand même un cas un peu particulier en France et dans le monde. Ensuite, je rappellerai la chronologie sur le site, donc qui est dans les heures, les jours et les semaines qui ont suivi l'événement. Ensuite, je présenterai ce qu'on a observé de manière la plus factuelle possible. Et enfin, je terminerai par quelques enseignements, des actions en cours, puisque évidemment on continue de travailler, et puis je donnerai aussi quelques perspectives à plus moyen, long terme d'idées de collaboration avec la communauté, scientifique et la communauté internationale. Donc, je passe au slide suivant. Donc la centrale de Cruas, donc c'est une centrale de 900 MW qui appartient donc au palier 900 MW. Donc le premier palier construit par EDF, de réacteurs à eau sous pression évidemment. La tranche numéro 1 a été mise en service en 1983. Et donc actuellement son référentiel, c'est le référentiel VD3, donc VD pour visite décennale. Donc et la VD4 qui arrive bientôt et donc est en cours de préparation. Donc dans ma présentation, j'ai pris le parti que la plupart des participants là ont pris connaissance du papier du mois de juillet. Donc moi, ma présentation elle décline, elle complète ou elle illustre le contenu du papier du mois de juillet. Donc à chaque fois que j'introduirai des notions qui sont peut-être pas évidentes pour tout le monde, j'essaierai de les préciser dans le cours de ma présentation. Donc la centrale de Cruas, qui est un cas un peu particulier, pas uniquement en France, mais dans le monde aussi. Donc, avant d'en parler, donc je rappelle que le choix de conception qui avait été retenu donc à la conception du parc électronucléaire français, donc le choix d'EDF, c'était de construire de décliner une conception palier. Et donc palier, c'est-à-dire de construire des séries de réacteurs à l'identique. Et donc, pour atteindre cet objectif, le dimensionnement est réalisé à partir d'hypothèses enveloppes qui couvrent les sites potentiels du palier. Et donc, vis-à-vis notamment du séisme et du génie civil, c'est enveloppe au sens de la gamme de sols qui est couvert, donc pour faire simple, des sols mous, moyens et durs. Et puis aussi, vis-à-vis du séisme, donc un spectre de dimensionnement, donc ce qu'on appelle couramment le SDD, donc le spectre de dimensionnement ou le séisme de dimensionnement, qui aussi enveloppe les conditions sismiques des sites prévus du palier. Et donc ça conduit à dimensionner tous les SSC, donc les structures, systèmes et composants qui ont un requis tenu au séisme. Eh bien, on les conçoit à l'identique. Et en particulier, donc, on conçoit ces SSC qu'on appelle SST reconductibles, c'est-à-dire que c'est les SSC qui vont être reconduits à l'identique. Donc, c'est principalement les bâtiments et les équipements de l'îlot nucléaire. Hors ouvrage de site, puisque c'est des ouvrages qui sont par nature conçus et adaptés au site. Et donc pour le palier 900, la gamme de sols, donc c'est une couvre des sols mous, moyens jusqu'à moyens raides. Donc le paramètre qu'on utilise habituellement, c'est la vitesse de propagation, là le VS, vitesse de propagation des ondes de cisaillement dans le sol, dans les couches superficielles du sol, donc entre 300 mètres et 1000 mètres par seconde pour cette gamme 900 MW.
et un spectre de dimensionnement calé, j'y reviendrai par la suite, à 0,2 G, donc c'est l'accélération maximale du sol. Mais le site de Cruas était un cas particulier puisque son sol était un peu plus raide que le sol le plus raide de la gamme 900. Et par ailleurs, à la conception, donc dans les études, on va dire, courant des années 70, on retenait déjà un séisme dit, à l'époque on l'appelait séisme proche, donc c'est un séisme de magnitude modérée mais pouvant se produire assez proche du site. Et ça conduisait, les analyses de l'époque conduisaient à un niveau sismique de l'ordre de 0,3 G. Et donc pour ces deux raisons, EDF a dû faire un choix à la conception, c'est soit concevoir le site de Cruas donc différent du reste, donc avec des équipements particuliers, des ancrages particuliers, des bâtiments particuliers, ferraillage particulier, ou bien de reconduire les plans de conception du reste du 900 MW, mais de placer l'installation sur appui parasismique. L'intérêt, c'est des appuis parasismiques, et j'y reviendrai juste après, c'est de mettre un ressort assez souple sous les bâtiments pour filtrer le mouvement sismique et donc de pouvoir reconduire la conception palier. C'est ce choix qui a été retenu par EDF. Et donc, en pratique, donc ça conduit, donc si je reprends mon petit schéma de juste avant, donc à avoir finalement tous les bâtiments donc au-dessus du radier superficiel à l'identique, et donc entre le radier de l'îlot nucléaire et le radier inférieur, on vient mettre en place donc des appuis en élastomère prêté, c'est la conception qui a été retenue pour Cruas. Et donc on les distribue sous l'installation. Je rentre pas dans le détail, mais ça permet, voilà, donc de rendre finalement la centrale identique, en tout cas le reste des bâtiments identiques au reste du palier. Et donc la centrale de Cruas, c'est la première centrale au monde conçue sous cette technologie. Depuis, la centrale de Koeberg a été conçue en reconduisant cette technologie. Puis on trouve énormément d'autres ouvrages hors nucléaire conçus sur des technologies comparables. Le choix appui élastomère prêté n'est qu'une solution technologique, il en existe d'autres. Donc, en termes de niveau de dimensionnement, je vais pas rentrer trop dans le détail. J'espère que vous avez lu le papier du mois de juillet, mais donc le niveau de dimensionnement du palier, je l'ai déjà évoqué, 0,2 G, donc spectre noir en très plein sur cette figure. Le spectre adapté au site à 0,3 G, donc c'est le spectre en pointillé noir sur la figure. Et puis ensuite, pour évaluer l'aléa, on applique la RFS 2001-01, la règle fondamentale de sûreté, qui s'appuie sur, c'est une règle déterministe qui s'appuie sur la sismicité historique. Et donc, ça nous permet de déduire un séisme maximum historiquement vraisemblable, donc qui s'appuie sur les séismes dont Bertrand a déjà évoqué, les séismes anciens dans la zone, les séismes historiques dans la zone. Et donc, ça se traduit par une magnitude, une profondeur, une intensité macrosismique, et donc une distance épicentrale, et en application de la règle, la plupart du temps, les séismes sont translatés sous le site, et donc le site se retrouve à l'épicentre du séisme historique. On prend une marge supplémentaire pour définir le SMS, le séisme majoré de sécurité, et donc dans le référentiel en cours d'évolution, dans le référentiel VD4, ça conduit à un SMS de magnitude, donc MS, magnitude de surface de 5, à une profondeur de 5 km, ce qui conduit à une accélération à 0,22 G, donc c'est le spectre rouge de cette figure. En complément de ces niveaux de dimensionnement, on a aussi des procédures d'exploitation, donc je rentrerai dans le détail par la suite, qui introduisent un niveau de séisme dit d'inspection, donc c'est le point violet qui apparaît sur la figure, là, niveau au-delà duquel l'exploitant doit arrêter l'installation pour aller faire des inspections, comme son nom l'indique, avant de redémarrer. Et un seuil, donc un niveau de 1 centième de G, qui est le seuil de la procédure, la dite IEAU, au-delà duquel l'exploitant enregistre les signaux et doit les analyser dans un délai assez bref. Donc, ceci étant introduit, donc voilà une petite illustration donc des capteurs pour le système EAU. Donc on a des capteurs, on a 5 capteurs au total, 2 sur le radier de l'îlot nucléaire, un donc en hauteur dans le bâtiment réacteur à 20 mètres, un sur le radier du bâtiment qui contient le réservoir ASG, et un en champ libre. Et donc ça, c'est le système qui est classé, qui est mis en place en déclinaison d'une règle fondamentale de sûreté, la RFS 1.3b.
En plus de ces capteurs, EDF a décidé plus récemment d'installer un réseau accélérométrique national, donc le RAN, c'est le nom donné à ce réseau par EDF. C'est un système non classé, mais dont l'objectif, c'est à la fois c'est d'acquérir de la donnée, donc il n'y a pas de seuil, donc on enregistre en permanence, et ça nous permettra progressivement de mieux caractériser nos sites, et puis d'acquérir de la donnée pour justement aussi confronter nos évaluations de l'aléa sismique à ces observations, même si elles sont potentiellement de faible niveau, elles sont quand même informatives. Et donc, vous voyez une illustration ici de la station. Donc voilà ce qui s'est passé maintenant le 11 novembre. Donc à 11h52, une alarme a été déclenchée en salle de commande, puisque c'est la procédure AU qui est maillée comme ça. Au bout, donc les opérateurs à ce moment-là ont lancé la procédure EAU. 2 heures plus tard, l'astreinte nationale avait été mise en place pour appuyer la centrale de Cruas. 4 heures plus tard, il y a une réunion s'est tenue pour faire le point des actions opérateurs. Donc d'abord, l'opérateur, donc en déclinaison de cette procédure, a lancé très vite des inspections rapides sur l'installation, et donc avait constaté donc à 4 heures plus tard aucune anomalie. Et en parallèle a dépouillé les enregistrements. Et donc les enregistrements étaient comparés au seuil du séisme d'inspection. Et donc vous voyez tous les points là, c'est que vous voyez à la fois sur la figure de droite et puis un zoom sur la figure de gauche. C'est les enregistrements qui ont été dépouillés et qui sont comparés. Donc la droite verticale bleue, c'est le seuil d'inspection. Donc, on va dire en premier niveau, on était inférieur systématiquement au seuil du séisme d'inspection de 5 centièmes de G en horizontal. Néanmoins, quand on regarde dans le détail, il y avait une déclinaison dans un des documents support à la procédure qui faisait état d'un rapport 2 tiers entre l'accélération horizontale et l'accélération verticale. Et donc, un des enregistrements en vertical a dépassé le seuil donc du séisme d'inspection, le 2 tiers du mouvement de 5 centièmes de G horizontal, donc 3,3 centièmes de G en vertical. Et donc c'est pour cette raison qu'en déclinaison de la procédure, les tranches ont été repliées, donc 3 tranches sur 4 plus qu'une était déjà à l'arrêt. Je poursuis. Donc ensuite, dans les jours qui ont suivi, donc comme toujours en accord avec les procédures, l'autorisation de redémarrage est soumise à autorisation de l'autorité de sûreté. Donc EDF a organisé des inspections. Donc on a suivi des procédures internationales, j'y reviendrai par la suite. Le résultat de ces inspections a été transmis à l'autorité de sûreté donc une dizaine de jours après le séisme, qui elle-même a instruit donc avec l'IRSN en appui le dossier. L'AS a elle-même fait des inspections sur le site, a demandé quelques compléments d'informations à EDF qui les a transmises, et donc le 6 décembre, l'ASN a donné son accord de redémarrage. Et donc les 3 réacteurs ont redémarré progressivement entre le 7 et le 13 décembre. Donc je poursuis. Donc ce qu'on a observé. Donc là, je vous montre les accélérogrammes donc sur la partie de gauche, donc les signaux enregistrés par le RAN sur le site de Cruas. Donc on voit 3 signaux en accélération, 3 signaux en vitesse. Donc là, vous voyez les valeurs max qui sont ici du RAN, et donc là, vous avez les valeurs équivalentes enregistrées dans les bâtiments pour le système EAU. Et puis sur ce slide-là, j'en profite pour vous préciser que le RAN étant opérationnel sur l'ensemble des sites du palier, on a aussi enregistré ce séisme sur l'ensemble des sites, évidemment pas à un niveau aussi important qu'à Cruas, mais ça me permet d'expliquer que même pour des petits séismes de ce type-là, on acquiert de la donnée, ça nous permet progressivement de mieux connaître la réponse de nos sites et d'acquérir cette donnée qui peut être très utile à force de l'accumuler. Donc, des signaux que je vous ai présentés juste avant, on peut en calculer le spectre. Alors ça, c'est la pratique courante dans l'ingénierie. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là, vous voyez sur la partie gauche de mon slide les spectres de réponse calculés. Donc, au niveau du bâtiment réacteur, donc qui est sur appui parasismique, et au niveau du champ libre. Donc là, on voit un peu la signature fréquentielle
des accélérogrammes, donc entre 5 et 10 Hz pour le champ libre, ce qui est pas anormal du tout compte tenu de ce type de signal. Et puis on voit plutôt un pic autour de 1 et 2 Hz pour les bâtiments sur appui parasismique. C'est normal puisque c'était justement l'objectif de la conception parasismique, c'est de décaler les fréquences propres de l'îlot nucléaire autour de 1 Hz. Et donc là, vous voyez sur la figure de droite la comparaison entre les spectres de dimensionnement et les spectres calculés sur la base des mesures du 11 novembre. On voit qu'il y a un léger décalage des pics qui n'est pas anormal puisque les appuis parasismiques ont un petit effet non linéaire entre les faibles niveaux de déformation et les plus forts niveaux de déformation, mais on retrouve parfaitement le pic à basse fréquence. On trouve quelques pics à plus haute fréquence. C'est pas anormal aussi, nos modèles mis à jour l'identifient, mais évidemment ça fera l'objet de compléments d'investigation, mais en tout cas les enregistrements confirment bien le bon comportement de l'installation tel que conçu. Je poursuis, je vois que l'heure tourne. Donc les inspections, donc pour réaliser ces inspections, comme je l'ai déjà dit, on s'est appuyé sur 2 guides internationaux, un guide de l'AIEA, un guide de l'EPRI. Alors je précise que ces guides déclinent une approche graduée qui dépend à la fois du niveau enregistré par rapport au niveau de dimensionnement et aussi des premiers constats réalisés par l'opérateur. Donc pour un niveau tel que celui du séisme du Teil ressenti à Cruas compte tenu du niveau de dimensionnement, les guides internationaux ne préconisent rien de particulier avant redémarrage. Donc néanmoins, EDF a fait un certain nombre d'inspections complémentaires que j'illustre sur ce transparent. Donc en allant, on va dire, rechercher une population représentative de structures, systèmes et composants, donc des bâtiments, des matériels électriques, mécaniques, en allant chercher, on va dire, un échantillon représentatif des familles d'équipements, qui soient classés ou non classés, puis en allant chercher également des équipements dits réputés sensibles sur la base du retour d'expérience post-sismique, comme des réservoirs de grande taille. Et donc, de ces inspections, la conclusion, c'est qu'aucun défaut imputable au séisme du 11 novembre n'a été observé. Je dirais qu'il y a un petit nota bene, c'est qu'on a pu observer néanmoins quelques fissures sur certains ouvrages de génie civil, mais ces fissures avaient préalablement été identifiées dans le cadre des programmes de maintenance, donc on a pu démontrer que c'était pas l'origine n'était pas le séisme du 11 novembre. Donc, en termes d'enseignement, et puis quelques actions en cours. Donc je dirais que ce séisme, donc c'est le séisme le plus important ressenti sur une centrale nucléaire française. On avait enregistré un séisme à Fessenheim en 1980. Donc au sol c'était à 1,5 centième de G. Donc c'est bien le séisme le plus important ressenti sur une centrale nucléaire française. C'est loin d'être le séisme le plus important ressenti par une centrale nucléaire dans le monde. La figure en haut à droite montre un peu le nombre de séismes. C'est le résultat d'une étude OCDE répertoriés dans le monde, donc il y a quand même plusieurs dizaines de séismes du niveau de celui du Teil, et puis quelques gros séismes, notamment sur certaines centrales japonaises. Donc comme ça a été dit par Bertrand, c'est un séisme rare, mais cohérent avec la sismicité historique de la région. Donc l'impact, j'en ai parlé. Donc comme c'est un séisme remarquable, ça a déjà été évoqué quant à ses caractéristiques, donc très superficiel avec rupture en surface, ça a conduit EDF à lancer un programme complémentaire, donc, et notamment un programme d'investigation pour approfondir nos connaissances des failles dans la région du site. Et j'ai une illustration juste après. Et donc dans l'attente des résultats de ce programme, eh bien, EDF a proposé un spectre SMS réévalué pour le site de Cruas. Donc ce spectre réévalué, c'est le spectre donc associé au séisme du Teil, qui a été translaté sous le site et dont la magnitude a été majorée de 0,5 en cohérence avec la RFS 2001-01. Donc là, vous voyez les impacts sur la figure de droite. Je pense que j'ai pas trop le temps de rentrer dans le détail, mais le SMS réévalué, c'est le spectre jaune, donc il dépasse à haute fréquence ce spectre de dimensionnement. Et puis surtout, il y a un impact collatéral. Ce spectre a un impact sur le SND, le séisme noyau dur. Et donc ça conduit EDF à compléter les études qui sont en cours dans le cadre des actions post-Fukushima. Et ce dossier, aussi bien l'évaluation du mouvement sismique que l'impact sur les structures, est en cours d'instruction avec l'ASN et l'IRSN.
Donc, les investigations complémentaires, la connaissance sur la connaissance des failles, il y a deux volets principaux. C'est, comme ça a été déjà aussi évoqué par Damien, donc c'est identifier d'éventuels paléoséismes sur la faille de la Rouvière. Et puis deux, c'est améliorer la connaissance des failles au voisinage du site de Cruas pour vérifier qu'il n'y a pas de faille et donc pour confirmer, on va dire, le tracé actuel des failles. Donc ça se traduit par quelque sorte de l'échographie profonde du sous-sol. Donc ces campagnes ont eu lieu entre juin et septembre. Et je ne vais pas en dire plus, sachant que j'ai un collègue, là, Kevin Mantuel, qui a été en première ligne de l'ensemble qui pilote cette campagne, qui est connecté. Et donc, s'il y a des questions associées à ces investigations complémentaires, Kevin se fera un plaisir d'y répondre. Et comme ça me permet de passer à mon dernier transparent. Donc, quelques enseignements ou plutôt quelques perspectives. Donc, EDF compte, en complément de tout ce que je vous ai présenté là, compte partager ce retour d'expérience à l'international. Donc, il y a un certain nombre de thèmes qui sont d'ores et déjà identifiés. Donc, PFDHA, comme disent les Américains, les Anglais, donc Probabilistic Fault Displacement Hazard Analysis. Donc c'est caractériser le mouvement de déplacement donc en surface de failles ou de actives, on va dire de failles principales ou de failles secondaires, de manière probabiliste pour pas associer une période de retour à un mouvement de faille. Ça peut être aussi des benchmarks sur la simulation du mouvement sismique en champ libre ou sur la réponse des installations sur appui parasismique. Et puis, tirer aussi les enseignements ou compléter le retour d'expérience internationale pour progressivement faire évoluer les procédures de redémarrage. Et donc, les deux cadres qui sont prévus à ce stade, c'est un cadre à l'IEA plutôt pour la première puce et la quatrième, et puis un cadre OCDE pour les puces de numéro 2 et 3. Et voilà, j'ai terminé ma présentation. Merci beaucoup, Emmanuel, de ta présentation très, très claire et vivante. Il y avait une question posée plusieurs fois qui était celle finalement du séisme d'attente, hein, mais tu l'as présenté dans tes planches. Donc, séisme d'attente parce que on sent le besoin d'examiner de manière très précise les failles à proximité de Cruas. Pour savoir comment translater ce séisme-là, sur quelle faille, à quelle distance ça arriverait de la centrale, est-ce que ça peut passer sous la centrale, est-ce qu'il y aurait des effets en surface, etc. Donc, séisme d'attente, c'est le séisme dans l'attente de tous ces résultats de travail sur les failles. Et donc, en attendant, on fait comme d'habitude, qui est de translater le séisme que l'on a vu, qui est un peu plus fort que le SMHV, de translater sous la centrale. Mais ce qu'on ne peut pas faire tout à fait comme d'habitude, c'est que, comme il est beaucoup moins profond, à 1 kilomètre, les lois de propagation qu'on utilise usuellement dans l'ARFS ne sont pas valables. Et donc, ce séisme d'attente, pour les règles habituelles de l'ARFS, mais il a fallu travailler, il faut travailler sur la loi de propagation à prendre en compte, ou bien utiliser des méthodes alternatives en passant par les intensités. Est-ce que c'est bien ça, et est-ce que ça répond à la question sur le séisme d'attente? Donc oui, c'est bien ça. Donc oui, le spectre, le séisme d'attente, c'est bien comme tu l'as dit. Donc c'est en attendant donc c'est plutôt une mesure de précaution en attendant le résultat de ces investigations. Et donc en effet, comme le séisme est très superficiel, on ne peut pas appliquer directement la RFS 2101. Et donc pour construire ce séisme d'attente, en fait, EDF a utilisé deux approches. Une approche que moi j'ai l'habitude d'appeler RFS canal historique, c'est-à-dire on a utilisé plutôt les intensités, les cartes d'intensité comme on aurait fait finalement pour un séisme historique, pour en déduire une magnitude et une profondeur et appliquer la RFS, je dirais comme d'habitude. Et on a complété cette approche en utilisant une loi d'atténuation plus récente et dont le domaine de validité est valable à partir de 1 km. Donc on a fait l'enveloppe de ces deux approches pour définir ce séisme d'attente. Merci. Une question la plus souvent posée nous emmène en Normandie. Donc Flamanville 3 est en construction, l'EPR, dimensionné selon la question à 0,27 G. Et les centrales en exploitation avaient été dimensionnées à un autre niveau, bien inférieur, dans les 0,13 G ou quelque chose comme ça. La question, c'est pourquoi?
Alors, donc l'EPR a été le niveau palier retenu pour l'EPR 0,25 G. 25, hein. Alors qu'effectivement à Flamanville, la centrale de 1300 MW, son niveau de dimensionnement c'est 0,15 G. Alors, je vais passer sur les détails de forme de spectre, hein, c'est pas les mêmes spectres, mais la principale origine de ce choix, là, on remonte à la conception d'origine de l'EPR, qui était un réacteur franco-allemand, dont l'objectif au départ, c'était de le construire, de pouvoir le construire presque à l'identique partout en Europe dans un premier temps. Donc le palier, c'était un palier européen, voire éventuellement export. Et donc finalement, la gamme à cette époque, il a été jugé raisonnable de se fixer un niveau de dimensionnement un peu plus élevé pour couvrir des sites un peu plus sismiques que les sites français de l'époque. D'accord, donc démarche exactement équivalente à celle que tu as exposée en début de présentation sur le palier 900, qui avait été dimensionné à 0,2 G pour tout le palier, oui. Y compris pour les sites sur lesquels le SMS n'est pas à 0,2 G. Tout à fait. Il y en a. Et lorsqu'on dépassait 0,2 G, l'endroit était cruasse, on a mis des plots. Autre question, finalement, quelles sont les conséquences concrètes sur la préparation de la VD4 de Cruas? Alors concrètement, le séisme d'attente, le SMS d'attente, dépasse le spectre de dimensionnement, alors que ce n'était pas le cas pour le SMS VD4. Hein, je l'avais montré dans une figure précédente, on voit le spectre SMS VD4 inférieur au spectre de dimensionnement, donc ça veut dire que ça nous conduit à lancer des études d'impact de ce nouveau SMS qui dépasse le spectre de dimensionnement. Alors, donc ça veut dire que ça perturbe un peu l'ingénierie puisque c'était pas prévu. Donc on est en train de définir notre planning. Alors, si on rentre un peu dans le détail, à basse fréquence, donc à la fréquence des appuis parasismiques, on reste couvert par le niveau de dimensionnement. Donc je suis pas très, on va dire je suis pas très pessimiste sur le résultat. Donc je dirais que ces études d'impact ne devraient pas révolutionner le diagnostic. Néanmoins, comme il y a un dépassement haute fréquence et que sur le même côté appui parasismique, on peut, quand on recalcule des spectres, identifier des contenus fréquentiels un peu plus haute fréquence que uniquement le contenu autour de 1 Hz. Donc ça veut dire que concrètement, eh bien, ça nous conduit à relancer des études, enfin à lancer des études qui n'étaient pas prévues. Et ça, c'est le point SMS. Et concernant le SND, comme le nouveau SND qui résulte de 1,5 fois le SMS d'attente dépasse l'ancien SND aussi à haute fréquence, ça nous impose là non pas à relancer des études, mais plutôt à analyser l'impact des études en cours, enfin l'impact de ce nouveau chargement sur les études en cours. Donc je dirais que cette situation-là est intégrée à nos processus d'ingénierie. Ça peut se traduire par soit un besoin de renforcement qui n'était pas prévu au départ, ou soit à compléter, en tout cas, dans tous les cas, à compléter les études par rapport au programme d'ingénierie. Donc, on passe de rien à quelque chose pour le SMS et on complète ce qui était déjà prévu pour le SND. D'accord. Merci beaucoup. On reviendra au réacteur, mais une question pour Damien. Est-ce que le pôle de compétences du CEA s'intéresse aussi aux autres sites du CEA de la DAM et aux sites de Naval? Voilà, c'est tout. Ton micro est coupé. Il faut que tu le remettes. Tu as bien fait de le couper parce que ça évite l'écho, mais il faut le remettre. Vous m'entendez? Oui, très bien. La réponse est oui. Voilà. Écoute, merci beaucoup. Une question sur... dans d'autres pays et depuis longtemps, il y a des dispositifs d'arrêt d'urgence sur niveau sismique. Alors, quid de la France? Manuel. Alors, il n'y en a pas. Alors en fait, c'est un peu compliqué. Alors je vais prendre des pincettes là parce que en fait, historiquement, il n'y en a pas. Il n'y a jamais eu d'arrêt d'urgence. Les procédures
que j'ai exprimée, c'est d'abord, c'est soit on dépasse le seuil, et donc c'est l'exploitant qui replie la tranche, on va dire manuellement, soit par exemple, on pourrait avoir un séisme significatif qui fait perdre le réseau, auquel cas c'est la perte du réseau qui va induire, on va dire de manière indirecte, un arrêt automatique, mais donc pas d'arrêt automatique. Dans le cadre des réexamens, pour certaines raisons, on peut envisager, il a été envisagé de mettre en place progressivement un arrêt automatique. La difficulté finalement de cet arrêt automatique, il y a la question de la pertinence en fonction de certains sujets, mais il y a aussi le fait que ça perturbe quand même l'exploitant, parce que un vrai enjeu d'exploitation, c'est les intempestifs. Parce qu'un arrêt automatique, c'est pas comme quand on coupe le moteur d'une voiture. Un arrêt automatique, c'est quand même un transitoire un peu violent. Donc la crainte, c'est les intempestifs. Il faudrait pas que le bénéfice qu'on y voit, de temps en temps suite à un séisme, soit complètement, on va dire, perdu à cause des intempestifs s'ils sont trop fréquents. Donc il y a un vrai enjeu, on va dire, à la fois d'intérêt ou de pertinence vis-à-vis de la sûreté par rapport aux effets, on va dire, collatéraux potentiels en termes d'exploitation. Donc pour l'instant, en tout cas, cette mesure-là n'est pas mise en œuvre sur le parc. Tu as mentionné les arrêts d'urgence indirects, par exemple par perte des alimentations électriques. Est-ce qu'on a évalué finalement à partir de quel niveau de séisme on aurait un arrêt d'urgence assez rapide d'ailleurs sur variation du flux neutronique? Quand les chaînes vont se mettre l'ensemble va se mettre à vibrer, est-ce qu'on aurait quelque chose, un arrêt par flux neutronique? Ça, je ne saurais pas te dire. Ce que je pourrais te dire, c'est que ta remarque est intéressante, parce qu'il y a une vingtaine d'années, dans le cadre d'un projet de R&D, on avait développé un modèle de bloc réacteur, de cuve et puis interne de cuve, 3D éléments finis, et on avait validé les principales fréquences de ce modèle en analysant le bruit neutronique, les fluctuations de bruit neutronique, qui nous avaient permis d'identifier des pics principaux, justement aux modes principaux de. Donc effectivement, il y a un lien entre la dynamique du système, mais par contre, je ne saurais pas te dire par rapport à ça. C'est peut-être un bon moyen de mesure, il n'y a peut-être pas que l'interférométrie radar comme moyen indirect de voir les séismes. Il y avait une question sur le délai pendant lequel CREAS est resté à l'arrêt, donc tu l'as dit, environ un mois. Et finalement, une remarque qu'on a entendue plusieurs fois, c'est que aux alentours de la centrale, le fait de voir la centrale arrêtée pendant un mois a suscité de l'inquiétude en se disant si c'est arrêté, c'est qu'il se passe quelque chose de grave. Est-ce que tu as un commentaire à faire là-dessus? D'abord, oui, je confirme, puisque j'ai eu l'occasion de participer à la CLI quelques semaines après l'événement, et effectivement, c'était le ressenti des élus notamment, qui nous disaient, écoutez, on comprend pas. Et leur principale demande, c'était expliquez-nous. Informez-nous et expliquez-nous, ne serait-ce que nous expliquer comment est-ce qu'on arrête une centrale, comment la redémarre, comment tout le processus d'instruction d'un dossier, même si l'ingénierie peut aller vite, néanmoins il y a le délai un peu incompressible que j'ai présenté là. Et donc moi mon avis, et je pense que chaque centrale a absolument conscience de ça, hein, c'est-à-dire que c'est de trouver le bon rythme de communication et les bonnes informations pour communiquer avec le public en étant le plus factuel possible, pour que finalement les populations se sentent bien informées et comprennent. Et je pense que les centres la communication de chaque centrale a bien conscience de ça et fait tout son possible pour expliquer. Mais je pense que c'est effectivement un enjeu. Finalement, il ne s'est rien passé. Alors pourquoi est-ce qu'on ne redémarre pas plus vite, en effet. D'accord. Et d'ailleurs, si on s'est arrêté, c'est parce qu'il y avait un seuil qui a été dépassé sur l'accélération verticale, et le seuil vertical était de 2/3 le seuil prescrit de 0,05 G en horizontal. Pourquoi on a multiplié par 2/3 le seuil horizontal pour trouver un seuil vertical? Bon, donc pour ceux qui n'ont pas lu le papier du mois de juillet, en fait, j'avoue que moi j'ai participé à l'astreinte nationale, donc à H+2, H+4, j'étais là,
et j'avoue avoir été le premier surpris d'avoir vu apparaître ce 2/3 en vertical. En fait, le seuil réglementaire, enfin, ou réglementaire en tout cas qui est inscrit, c'est bien le séisme d'inspection, qui a déjà, qui a évolué, puisqu'à l'origine c'était le demi-séisme de dimensionnement. Donc là, on a abaissé le seuil à 5 centièmes de G pour le séisme d'inspection. Et en fait, et donc dans la processus, on va dire au premier niveau procédure, c'est 5 centièmes de G qui apparaît. C'est dans un document d'application secondaire qu'on voit apparaître ce 2/3. C'est un automatisme de nos approches habituelles de dimensionnement. On dit par convention le niveau vertical est égal au 2/3 du niveau horizontal, et donc je crois que c'est écrit comme ça dans notre papier du mois de juillet. Évidemment, on va le faire en concertation avec l'autorité de sûreté, mais de mon point de vue, ce seuil de 2/3 est à faire disparaître. Il n'est pas opportun dans ce processus. Donc on a l'habitude, on a le réflexe de multiplier par 2/3 dès qu'on voit vertical, on l'a appliqué là, mais alors que ça n'a pas forcément le même sens. Exactement. En tous les cas, j'espère qu'on a répondu à tout ou à l'essentiel des questions. L'heure est venue de clore cette séance. Merci beaucoup à vous deux, c'était passionnant. Nous sommes près d'une centaine en ligne, ça ne se ressent pas. et je pense que c'est le moment où on s'en rendrait vraiment compte par des applaudissements nourris que nous pouvons tâcher d'imaginer et en tous les cas de vous transmettre par la pensée, parce que voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens très intéressés en ligne. Donc merci mille fois. Et la semaine me demande de rappeler que bon, l'avis donc est publié. Il a été traduit en anglais aussi. Hein, donc la SFEN l'a publié en anglais. Donc si certains en ont l'utilité dans des échanges internationaux, il n'y a pas de raison de s'en priver. Voilà. Merci à vous et je rends l'antenne à Cognac-Jet. À bientôt. Bon après-midi. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Hein.